Bonjour à tous. Près de 6 millions de personnes touchées en France par le syndrome d'apnée du sommeil, un chiffre qui interpelle. Certains parlent même de véritable épidémie. Pour tout savoir sur les apnées du sommeil, on fait le point aujourd'hui avec le docteur Sandrine Launois-Rolina au téléphone avec nous, pneumologue, spécialiste des troubles du sommeil. Bonjour docteur. Bonjour. On en parle de plus en plus et pourtant un tiers des personnes concernées par un syndrome d'apnée du sommeil ne seraient pas diagnostiquées. Avant de nous donner les bons indices pour savoir si on fait ou non des apnées du sommeil, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors les apnées du sommeil, comme leur nom l'indique, ce sont des arrêts respiratoires qui surviennent au cours du sommeil. Ça arrive à tout le monde de faire une ou deux apnées au cours de la nuit, mais quand ces arrêts respiratoires se répètent et peuvent atteindre jusqu'à 20, 30, 50 par heure, là, ça devient une véritable maladie avec des conséquences dans la journée et à plus long terme. Et qu'est-ce qui provoque ces arrêts respiratoires? Alors, chez tout le monde, quand on s'endort, les muscles de la gorge se relâchent et donc le calibre du tuyau par lequel on respire, la gorge, diminue un petit peu. Mais on a des réflexes qui font que le corps va se défendre contre cette petit rétrécissement de la gorge et le sommeil se stabilise et on dort bien toute la nuit. Chez certaines personnes, soit les mécanismes de défense ne se mettent pas en place, soit on part d'emblée à l'éveil avec une gorge qui est un peu rétrécie, que ce soit par un petit peu de dépôt de graisse, par des grosses amygdales, par une position de la mâchoire un peu particulière. Et donc, ce petit rétrécissement qui n'a pas vraiment de conséquences chez un individu normal va avoir des conséquences importantes et va aboutir à une fermeture de la gorge. On s'étouffe au cours de son sommeil. Donc il y a des conséquences sur la qualité du sommeil, mais on imagine aussi des risques pour la santé. Oui, bien sûr. Donc, il y a des conséquences pendant le sommeil parce que la nature est bien faite. Et quand votre cerveau, au bout de 10, 15, 20, 30 secondes, se rend compte que vous vous étouffez, eh bien, il va y avoir une réaction d'éveil. On appelle ça un micro-éveil. Donc, ça, c'est très bien. C'est une réaction de défense. Mais ça se fait au détriment de la qualité du sommeil et des pouvoirs réparateurs du sommeil. Donc, déjà, un des premiers signes d'apnée du sommeil, c'est un sommeil non réparateur. Et on sait tous que quand on a mal dormi, bah forcément, le lendemain, on va avoir des conséquences, des troubles de mémoire, on va pas être de très bonne humeur. Et puis, si le sommeil a vraiment été mauvais, on va être fatigué, voire on va pouvoir s'endormir de manière inappropriée dans la journée. Ça, c'est des conséquences qui sont assez faciles à comprendre. Mhm. Ce sont les conséquences du mauvais sommeil. Puis il y a des conséquences à moyen et long terme qui sont dues au fait qu'à chaque micro-éveil, à la fin de chaque apnée, il y a une sorte de décharge d'adrénaline qui va stimuler le système cardiovasculaire, plein d'autres organes dans l'organisme. Et puis, quand on ne respire pas, on n'a pas d'air frais qui arrive dans les poumons, donc le taux d'oxygène va diminuer. Et ça aussi, quand ça se répète, ça va avoir des conséquences sur le système cardiovasculaire, mais aussi sur tout le métabolisme. Et en fait, quasiment chaque 6 mois, on découvre d'autres conséquences délétères des apnées du sommeil sur tel ou tel organe. D'accord. Alors forcément, la grande question qu'on se pose, c'est comment savoir si on fait des apnées du sommeil? Qu'est-ce qui pourrait nous alerter? Alors, c'est souvent le partenaire de lit, le conjoint qui alerte parce que, le symptôme le plus courant des apnées du sommeil, c'est le ronflement. Le ronflement, c'est juste la traduction que l'air a du mal à passer dans la gorge. Donc c'est le stade avant les apnées, si je puis dire. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui est quasi constant. Tous les ronfleurs ne font pas d'apnée, mais la plupart des patients apnéiques ronflent. Donc déjà, ça, c'est un premier symptôme. Encore faut-il que d'abord, il y ait quelqu'un qui dorme à côté de vous et que cette personne soit sensible au bruit et détecte le bruit. On peut aussi se réveiller avec la sensation d'étouffer, ça peut arriver, ou alors le conjoint va noter ces pauses respiratoires avec un micro-éveil derrière. Mhm. Et puis c'est surtout un sommeil de mauvaise qualité, plusieurs réveils dans la nuit, souvent pour aller uriner, et puis le matin, de la fatigue, de la somnolence, de l'irritabilité. Ça, ce sont des symptômes dont les patients ne parlent pas forcément à leur médecin. Donc c'est pour ça qu'on fait pas mal de campagnes d'information pour que les gens reconnaissent ces symptômes d'apnée du sommeil et puissent en parler à leur médecin. Et puis, les médecins peuvent aussi soupçonner des apnées devant
une hypertension qui Mmh. résiste au traitement, une dépression qui résiste au traitement ou une anatomie maxillofaciale particulière. Donc, la poser des questions au patient et puis après orienter le patient vers un spécialiste. Oui, il y a un profil de personnes, plus sujettes que d'autres aux apnées du sommeil? Oui, absolument. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure une anomalie anatomique qui pouvait rétrécir la gorge. Bah, c'est en premier lieu l'obésité et le surpoids Mmh. et donc c'est une des raisons pour lesquelles, on a de plus en plus de patients apnéiques. C'est parce qu'on a de plus en plus, de de patients en surpoids ou en situation d'obésité. Donc ça, déjà, c'est un gros facteur de risque. Et puis, il y a des anomalies de la mâchoire. Quand la mâchoire est un petit peu reculée en arrière, ce tout petit recul de la mâchoire, qui parfois n'est pas visible pour des gens qui ne sont pas alertés à ça, Oui. ça va rétrécir le passage de l'air dans la gorge et être susceptible de favoriser les apnées. Et puis, les grosses amygdales aussi, ça peut favoriser des apnées. Et au fur et à mesure qu'on avance en âge, la dynamique des mécanismes qui empêchent les apnées a tendance à diminuer et donc on voit plus d'apnées chez le sujet âgé. Et est-ce que les enfants aussi peuvent être touchés? Oh, absolument, ça touche tous les âges. Chez les enfants, c'est souvent un problème d'hypertrophie des amygdales ou hypertrophie des végétations, donc facilement traitable, qui est un gros avantage. Mais c'est quelquefois lié à une anomalie de la croissance de la mâchoire, tout comme chez l'adulte. Et puis de plus en plus, on a des enfants obèses ou en surcharge pondérale et qui là aussi sont à risque de développer des apnées. Mmh. Et alors, qui peut poser le diagnostic? Est-ce qu'on doit aller voir un ORL, un pneumologue, un cardiologue? Alors la médecine du sommeil, c'est une médecine très pluridisciplinaire, très transversale, avec de nombreuses spécialités qui sont impliquées dans la prise en charge des patients et notamment des patients apnéiques. Effectivement, les ORL, les pneumologues ont toujours été en première ligne pour s'occuper des apnées du sommeil, mais maintenant, on voit beaucoup de médecins généralistes qui se spécialisent en médecine du sommeil D'accord. et puis aussi des cardiologues, des pédiatres, des gériatres, des endocrinologues. Mais ce qui est important, c'est quand on va voir un ORL, un pneumologue, un cardiologue, de bien vérifier que cette personne s'occupe de patients avec des apnées du sommeil parce que de là va découler la prise en charge, le diagnostic et la prise en charge par la suite. Et très concrètement, comment le diagnostic est posé? Alors, on peut soupçonner des apnées du sommeil sur les symptômes dont je vous ai parlé, mais la seule façon d'être sûr de la présence ou non d'apnée et puis de déterminer le niveau de sévérité, c'est de procéder à un enregistrement du sommeil. On a 2 enregistrements du sommeil qu'on peut faire, une polygraphie ventilatoire qui est un enregistrement du sommeil assez simple, au cours duquel on va enregistrer la respiration, le taux d'oxygène, Mmh. le ronflement et puis les polysomnographies, ce sont des examens un petit peu plus poussés où en plus de ces paramètres respiratoires, on va enregistrer tout ce qui va nous permettre de déterminer si le sujet est endormi ou réveillé, s'il est endormi, dans quel stade de sommeil il est et s'il y a des micro-éveils. Donc le diagnostic d'apnée du sommeil, même si on le soupçonne, même si ça paraît évident cliniquement, il est absolument indispensable de le confirmer par une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie. Et ça, ce sont des enregistrements qui peuvent être faits, à domicile? Absolument, la majorité des enregistrements de ce type en France sont faits à domicile. À l'hôpital, on fait évidemment beaucoup d'enregistrements, mais c'est quand même les enregistrements ambulatoires qui sont les plus communs. Mmh. Euh, Au domicile du patient, donc il y a un technicien qui va venir appareiller le patient à son domicile, ou le patient se fait appareiller avec tous les capteurs au cabinet du médecin et rentre dormir chez lui. D'accord. Et alors, une fois le diagnostic posé, quels sont les traitements possibles d'un syndrome d'apnée du sommeil? Alors, chez l'adulte, les traitements vont dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la sévérité des symptômes, ça va dépendre des pathologies associées, ça va dépendre de la sévérité des apnées sur l'enregistrement du sommeil et ça va dépendre aussi des préférences du patient et de son mode de vie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des raisons pour lesquelles on voyait autant d'apnées du sommeil, c'était l'épidémie d'obésité Oui. et de surpoids.
Donc quelquefois, notamment si les apnées sont peu sévères, on peut uniquement proposer au patient de l'aider à perdre du poids. C'est un travail de longue haleine, qui n'est pas toujours couronné de succès, mais c'est une possibilité et c'est en général quelque chose qu'on recommande de toute façon à tous nos patients sans être trop drastique. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est avancer la mâchoire en avant au cours du sommeil. Ça avance la base de la langue et ça dégage de l'espace derrière la langue pour mieux respirer. Ça se fait avec un petit appareil dentaire qui s'appelle une orthèse d'avancée mandibulaire. C'est quelque chose de très discret, qui ne fait pas de bruit, qu'on met en bouche. Tout le monde ne peut pas en bénéficier parce que, bien entendu, il faut avoir un état bucco-dentaire satisfaisant. Quand les apnées sont plus fréquentes, plus sévères, quand les patients sont très somnolents, on peut éliminer les apnées en mettant en place la nuit un appareil qui s'appelle un appareil de pression positive continue, ce que les patients appellent communément la machine, et où c'est une turbine qui va prendre l'air de la pièce, va le mettre sous pression et qui va l'apporter dans les voies aériennes du malade avec un tuyau et un petit masque. Donc cette pression positive continue, cette PPC, c'est le traitement le plus utilisé dans les apnées du sommeil quand elles sont suffisamment sévères pour nécessiter un traitement vraiment efficace. Ces 2 traitements dont je vous ai parlé ne sont pas des traitements qui vont guérir le patient. Donc depuis longtemps, on essaie de trouver des interventions chirurgicales qui vont permettre de guérir le patient. D'accord. Évidemment, s'il y a des grosses amygdales, on peut essayer d'améliorer la fonction des tissus mous, le voile du palais, etc. Il y a des, des interventions sur la mâchoire qui permettent de faire de manière définitive ce que fait l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est-à-dire avancer la mâchoire en avant. On a maintenant un autre traitement qui va devenir un peu plus courant en France qui s'appelle un stimulateur de la langue. C'est un petit dispositif qui est implanté sous la peau et qui va, au cours de la nuit, donner des impulsions électriques aux muscles de la langue qui se contractent et dégagent de l'espace derrière la langue. Et puis, on peut aussi essayer de la kinésithérapie oromyofaciale. Ce sont des, des, des entraînements au niveau de la langue, du voile Mmh. du palais. Et là aussi, ça, c'est essentiellement pour les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil peu sévère. Et puis enfin, certains patients ont la chance, si je puis dire, de ne faire d'apnée que sur le dos. Et donc, pour eux, le traitement consiste à dormir sur le côté et on les aide avec des petits gadgets. Pour revenir au traitement par, pression positive continue, comment se passe la phase d'appareillage? Alors, la phase d'appareillage est absolument cruciale parce que c'est ça qui va déterminer si le patient, enfin, c'est une des choses importantes qui vont déterminer si le patient va réussir à s'adapter à la machine. Mmh. Une première chose qui est très importante, c'est de prendre son temps. Il n'y a jamais d'urgence. Les apnées du sommeil chez un patient donné, elles existent depuis plusieurs années, donc on n'est pas à une semaine près, voire à un mois près. D'accord. Donc il faut que le patient prenne le temps de digérer l'annonce de ce diagnostic et puis le traitement proposé. Ensuite, en France, on a la chance d'avoir des prestataires de santé à domicile qui se chargent de l'installation de l'appareillage et de sa surveillance et d'aider les patients avec tous les petits tracas qu'ils peuvent obtenir. Donc nous, notre rôle de médecin, c'est de sélectionner des prestataires qui travaillent comme on le souhaite, en vraiment, en étant à l'écoute du patient, en ayant tout le matériel nécessaire pour trouver vraiment le bon masque qui ira au bon Mmh. patient, et qui va suivre le patient de manière rapprochée au début. C'est ça qui est le plus important. Respirer toute la nuit avec un masque sur le nez, ça n'est pas donné à tout le monde dès la première nuit et donc il faut que le prestataire et le médecin encouragent, de manière bienveillante le patient pour qu'il arrive à trouver, la meilleure façon pour lui d'utiliser cet appareil qui est quand même assez contraignant et dont l'utilisation n'est pas, intuitive. Donc la phase d'appareillage, elle doit être vraiment patiente, quitte à ce que le patient n'utilise sa machine que pendant les siestes ou un petit peu dans la Mmh. soirée et finalement, petit à petit, augmente la durée d'utilisation jusqu'à ce que ça devienne une habitude
qui est le cas pour la plupart de nos patients. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à connaître quand on utilise cet appareil? Alors, une des précautions, c'est que enfin, c'est pas des précautions, pour la santé du patient ou pour la santé de la machine. Souvent on a un petit bac, dans lequel on met de l'eau pour que, l'air qui arrive dans le masque soit bien humidifié et réchauffé, ce qui rend le confort, plus agréable. Donc une précaution très importante, c'est de toujours s'assurer que le bac, est bien plein, parce que sinon Mmh. on peut être, désagréablement surpris au milieu de la nuit. Et si on doit, transporter sa machine, bien vider le bac de manière à ne pas noyer la machine. Quand on a un rhume, il faut savoir que, il va être difficile de respirer à travers le masque, et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander à son médecin traitant assez rapidement un traitement, plutôt fort pour le rhume, de manière à bien déboucher le nez. Quand on part en vacances, il faut faire attention. Beaucoup de patients se disent: «Bah, je vais partir une semaine en vacances, je vais laisser ma machine chez moi, je vais pouvoir profiter pleinement de ma semaine de vacances», et là, la précaution, c'est de faire un essai avant, parce qu'il y a rien de pire que d'avoir des vacances complètement gâchées, parce qu'on dort très mal. Dès qu'on arrête d'utiliser sa machine, les apnées reviennent et on peut, heu, vraiment dormir mal, être fatigué dans la journée et ne pas profiter de ses vacances. Donc une précaution à prendre, c'est avant de faire ça, s'assurer, quand on est chez soi, on va pouvoir tenir le coup 4 ou 5 jours sans ça TPC. Mmh. À part ça, il y a pas d'autres précautions. C'est un traitement anodin, hein, qui peut être désagréable, contraignant, tout ce qu'on veut, mais c'est un traitement vraiment anodin, avec des effets indésirables qui s'arrêtent dès qu'on arrête la machine. Donc il y a pas de précautions, vraiment, majeures à préconiser. Donc vous le disiez tout à l'heure, certaines personnes ont du mal à s'adapter à leur appareil, qui est finalement très intrusif dans leur vie. Oui, absolument. Le respect de l'observance, c'est-à-dire le respect du traitement, est de l'ordre de 50 à 80 selon les études. Quel message, quel conseil vous pourriez nous donner pour aider ces personnes à utiliser plus facilement encore leur appareil? Le conseil que je donnerais, c'est qu'ils interrogent le prestataire et leur médecin, et qu'ils rapportent bien les désagréments qu'ils ont, même si c'est juste des désagréments psychologiques. C'est important Mmh. qu'un dialogue puisse s'installer et qu'on puisse, essayer de trouver des solutions. Si le problème est des difficultés d'endormissement, l'hypnose, la relaxation, la méditation peuvent aider. Et puis certaines personnes, malgré tous les efforts, toute leur bonne volonté, tous les efforts du prestataire, tous les efforts du médecin, ne vont pas réussir, X ou Y raison, à s'adapter à la machine. Et là, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on est en train de modifier dans nos paradigmes. C'est qu'il vaut mieux ne pas s'acharner, essayer de trouver un traitement alternatif, D'accord. Hem et puis dire aux patients que, bah, voilà, on va essayer tel autre traitement, et puis il est toujours possible de reprendre la machine à une date ultérieure. Mmh. Moi, dans mon expérience, je trouve ça beaucoup plus efficace que de s'acharner en regardant le nombre d'heures au compteur, ce qui ne fait que renforcer la frustration, du patient. Et alors un mot pour finir, sur la place des conjoints. Ils sont près de 50 à être à l'origine de la consultation de leur partenaire. On peut dire que leur rôle est essentiel à l'égard du traitement, mais aussi de la vie de couple? Absolument, il y a plusieurs études en France, et dans le monde qui ont montré, l'importance du soutien du conjoint pour que le traitement se passe bien et que le patient utilise sa machine. Le conjoint effectivement est souvent à l'origine de la consultation, et nous, on aime bien recevoir le couple en consultation, si ce n'est pendant la première consultation, au moins quand on explique le diagnostic et le traitement, le conjoint est absolument, capital. Et puis quand le patient, reçoit sa machine, quand le prestataire arrive à domicile, c'est important aussi que le conjoint, soit présent, et que le conjoint soit bienveillant et fasse un renforcement positif. Les conjoints qui se moquent du patient, parce que c'est vrai que c'est un peu disgracieux d'avoir un Mmh. masque comme ça sur le nez, souvent ça se termine par un désappareillage, malheureusement. Mmh. Et si on ne fait rien, ça peut être dangereux? Ça peut être dangereux parce que la somnolence peut être dangereuse au volant ou dans une activité de loisir, un petit peu dangereuse. Et puis on a quand même, des années et des années de recherche scientifique qui nous montrent que les apnées sévères, hein, non traitées,
entraîne un risque accru d'accident cardiovasculaire, un risque accru de diabète, un risque accru d'insuffisance cardiaque, un risque accru de démence, un risque accru de dépression. Donc oui, à terme, ça peut être dangereux. Donc d'où l'importance, de se faire diagnostiquer. De se faire diagnostiquer, de discuter de toutes les options thérapeutiques avec le médecin de manière à trouver celle qui va, pouvoir être utilisée à long terme parce que c'est une maladie chronique pour laquelle on a peu de traitements qui guérissent. Donc il faut vraiment faire la balance entre le bénéfice et la contrainte, le bénéfice et les risques du traitement. Très bien. Merci beaucoup, docteur, pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.